Alors, ce que je vais dire, ça va faire un peu peur à tout le monde, parce que la monnaie repose sur la confiance. Est-ce que c'est pas des choses qu'on entend et qui seront dites par des gens qui travaillent dans des banques ou à la Banque de France ou à la Banque centrale ou par des politiques? Ouais. C'est que quand on a 100 euros, par exemple, à la Société Générale, en fait, c'est pas vraiment 100 euros, c'est une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que la Société Générale reconnaît qu'elle a une dette de 100 euros envers nous. D'accord. Donc, les gens vont dire, mais ça change quoi? Moi, je peux utiliser à tout moment mes 100 euros et tout se passe bien. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'acheter une baguette, je paye 1 euro et je me retrouve avec 99 euros. Oui, ou quand j'ai envie de partir en voyage et prendre, mettons, 5 000 euros, si j'ai un peu plus d'argent, je fais un chèque et voilà. Voilà. Mais alors le problème, c'est que tant qu'il y a la confiance, c'est-à-dire que si un jour toute cette pyramide s'écroule, comme toute reconnaissance de dette, si par exemple la Société Générale fait faillite, alors on n'a plus rien. Parce qu'elle n'est pas justement, la Société Générale, capable d'honorer les 100 euros qu'elle nous doit. Alors il y a des gens, ils vont dire, mais il y a un fonds de garantie qui est censé garantir nos comptes jusqu'à 100 000 euros. Ça aussi, c'est une énorme blague parce que ce fonds de garantie, alors en France, on aime bien les sigles, c'est le fonds de garantie des dépôts et réconciliation, donc FGDR. Il n'y a que 6 milliards seulement dans ce fonds-là. C'est-à-dire ça représente, alors que il est censé garantir à peu près 1500 milliards. Vous voulez dire il est censé garantir tout l'argent des Français, quoi. Enfin, mettons enfin de ceux qui déposent dans les banques. Et en fait, il n'a même pas garanti le dixième ou le centième, quoi. Non, même pas le centième. C'est quasiment 0,2%. C'est rien du tout. Alors, c'est clair que si c'est la banque du coin qui fait faillite, une petite banque, même pas régionale, départementale, il va garantir les dépôts. Mais si c'est une banque systémique comme la BNP, dont le bilan est énorme et quasiment plus gros que le PIB français, s'il y a une crise systémique, on se retrouve tous à la rue et sans argent. Et ils ne le disent pas, les banques centrales. Mais en fait, plus que de vouloir contrôler au départ, ça c'est les dérives qui peuvent arriver plus tard, le fait de mettre en place cet euro numérique, justement, c'est d'avoir une roue de secours au cas où le système s'écroule, comme en 2008. Et il y a beaucoup d'économistes qui prédisent justement cet écroulement du système financier, et ils veulent avoir en place quelque chose comme une roue de secours qui fasse que si par exemple j'ai 50 euros dans ma poche, moi, même si le système s'écoule, j'aurai toujours ces 50 euros. Mais ils veulent qu'il se passe la même chose avec justement un compte numérique, un compte digital. Et pour le faire, on devrait avoir tous un compte directement auprès de la Banque centrale. Parce qu'une banque centrale ne fait jamais faillite. Mais est-ce qu'on peut, alors, Anis Lagenev, d'abord, deux questions, parce que justement, ça pose beaucoup de questions. Primo, quelle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a la probabilité, disons, pour laquelle une grosse banque, comme celle que vous avez citée, fasse faillite? Vous voulez dire, ça peut toujours arriver, mais la probabilité est grande, pas grande, minuscule, ou pas? Alors moi, j'ai connu la crise de 2008, j'étais en plein dans l'œil du cyclone. J'étais trader confirmé à l'époque à la Société Générale à la Défense. Je travaillais à 10 mètres de Jérôme Kerviel à cette époque-là. Et donc je l'ai connu de bien près cette crise-là. Et à ce moment-là, j'ai connu la faillite de Lehman Brothers. Et en fait, avec la faillite de Lehman Brothers, les autorités, on va dire, bancaires et les États, les gouvernements ont voulu prouver, c'est que les banques ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Et que si elles étaient trop agressives, elles pouvaient être pénalisées d'une faillite. Le problème, c'est que on a vu ce que ça a entraîné. Tout le système financier a failli et bancaire a failli imploser. Et avec ça, les comptes des épargnants. Et ça a foutu la trouille aux gouvernants. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle le too big to fail, trop gros pour faire faillite. Pour faire faillite, Voilà. Et donc, c'est un chantage que les banques ont envers les autorités, qu'elles soient monétaires, en disant, si vous voulez mettre le peuple dans la rue, nous on fait faillite et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est grosso modo, exactement. C'est repassé en mars 2020 et ça se passe constamment. À chaque fois que le marché baisse, il y a tout le temps la BCE ou la Fed, c'est la Banque centrale américaine, la Bank of England, la Bank of Japan, qui sont obligés d'émettre des milliards pour justement sauver les marchés et les faire remonter. Et c'est devenu récurrent, ça? C'est devenu récurrent? Par exemple, en Europe, ça a commencé en 2010 aux États-Unis. En Europe, ils l'ont fait à partir de 2010, surtout avec la crise, ce qu'on appelle la crise de la dette souveraine, c'est-à-dire quand la Grèce, l'Espagne, le Portugal, tous les pays du Sud ont commencé à tanker un peu en termes de dette publique. Mais ça a été mis officiellement à partir de 2015. Et donc, chaque mois, la BCE injecte dans les marchés financiers 80 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas rien. Chaque mois. 80 milliards d'euros. En gros, pour que les gens se fassent une idée, jusqu'en 2008, il y avait le bilan de la BCE était à peu près de 1200 milliards. Alors quand on dit BCE, ça veut rien dire en fait. BCE, c'est la somme de toutes les banques nationales. Parce qu'il y a des amis des fois qui me disent mais pourquoi la Banque de France existe toujours? Parce qu'il y a la BCE. Non, la Banque de France, c'est 15% de la BCE. La BUBA, la Bundesbank allemande, c'est 21%. Pour nos amis belges, c'est 2,5%. D'accord. Oui, en fonction des pays, etc. Voilà, et de leur poids économique. Oui, mais c'est quand même la Banque Centrale Européenne qui émet les billets, qui émet les euros, etc. Ou pas? Non, justement, pas du tout. En fait, alors c'est à l'intérieur d'un eurosystème, et pour que ça soit équitable, par exemple, sur les 80 milliards,
eh ben, on va regarder en prorata, ça s'appelle les capital key en anglais, la clé de répartition en français. On va regarder pour la France combien la France doit racheter de dettes publiques et de dettes multinationales. En fonction donc, de... Oui. Voilà, alors pour 80 milliards par mois, c'est 12 milliards. Pour la France. Et donc, voilà, et le quoi qu'il en coûte, pour que les gens comprennent, mais d'où vient le quoi qu'il en coûte, il vient de là. Alors les gens vont se dire, mais d'où vient tout cet argent? Et c'est là que c'est la magie un peu, c'est l'argent magique. Pour ceux qui se rappellent de un peu l'altercation qu'il y a eu entre Macron et cette infirmière, je crois que c'était à Rouen ou à Beauvais. Oui, oui. L'argent, il n'y a pas d'argent magique. Oui. Justement, il est magique. Et ça, j'invite les gens à aller voir les vidéos que je propose sur mon compte Twitter. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour justement faire augmenter le bilan de la BCE, c'est-à-dire le bilan bancaire, et créer cet argent à partir de rien. C'est-à-dire que l'argent est créé juste en appuyant sur un bouton. On crée 80 milliards et on alloue 12 milliards à la France pour aller acheter la dette qui est émise. Mais on l'a créé à partir de quoi? De rien? Rien. À partir de rien. Numériquement. Numérique, pour bien parler français, parce que je me fais engueuler quand je dis digital, ça veut dire autre chose en français. Mais alors, attendez, Alice Lagenef, non mais c'est passionnant. Mais c'est digital, vous avez raison, c'est digital, c'est avec le doigt. C'est ça. C'est avec le doigt, on appuie sur un clavier. La déclaration des doigts de l'homme, comme disait l'autre. Voilà, non mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, pour reprendre alors une vieille, allez, on va faire un peu de l'anglicisme, une expression très old school, mais c'est de la planche à billets. Quand même, alors c'est de la planche à billets numérique, mais c'est encore mieux que la planche à billets. Un, on n'a pas besoin de feuilles. Et deux, on n'a pas besoin d'encre. C'est simplement, dans un serveur quelque part à Francfort, un tout petit endroit où on va dire, voilà, ce chiffre-là, on va le grossir. Au lieu de 1200, on va le passer à 1500. Voilà, c'est juste ça. C'est passionnant. Alice Lagenef, qui décide de le grossir? Qui prend justement, ce ne sont pas les peuples. C'est ça qui justement fait en sorte que depuis 5 ans, je suis en croisade, c'est que ce ne sont pas les peuples. La monnaie est citoyenne. C'est-à-dire que là, je vais dire une phrase, il faut vraiment la comprendre. Si la monnaie est créée à partir de rien, c'est qu'elle n'appartient à personne en vérité. Et donc, elle appartient à tout le monde. Cet argent-là est de l'argent qui s'apparente à de l'argent public. Parce qu'il n'y a rien de magique, en fait. Macron, d'une certaine façon, a raison. Quand on crée de l'argent à partir de rien et qu'il est distribué, d'autres vont le payer. Et en ce moment-là, ce moment même, on est en train de le voir. Bah oui, forcément. Sauf si on crée de la richesse qui va en face, ce qui n'est pas le cas. Et donc, qui paye? On le paye souvent sous forme d'inflation. Et ça, les gens peuvent le comprendre. C'est-à-dire que plus il y a de monnaie alors qu'il n'y a pas de richesse qui est créée, les prix montent. Et quand les prix montent, les prix de l'immobilier, les prix des choses qu'on achète tous les jours, etc., qui le paye? Ce sont, un, les épargnants qui perdent en pouvoir d'achat, et deux, les salariés. Pourquoi les salariés? Alors ça, c'est un peu plus dur à comprendre, parce que eux ne voient pas leur salaire suivre l'inflation, surtout les fonctionnaires français. Ils ne voient pas leur salaire suivre l'inflation, alors que les prix augmentent, donc ils perdent en pouvoir d'achat. Donc voilà, ça, ce sont les perdants. Et qui sont ceux qui gagnent? Ce sont justement ceux qui ont de l'immobilier et des actions. Pourquoi? La façon dont la BCE injecte l'argent dans les marchés financiers fait en sorte que l'immobilier et les actions montent. Donc eux sont les grands gagnants, surtout les milliardaires. Et parce qu'effectivement, c'est des vases communicants. Il ne faut pas croire qu'on crée comme ça à partir de rien. Si on crée quelque chose, les autres payent.